Cette lumière brillait dans le bois qui s'étendait à l'entrée de la gorge, et elle demeurait immobile. Les habitants de la solitude n'étaient donc plus seuls? Le dimanche suivant, Roselyne se rendit à la messe comme de coutume dans la petite chapelle de l'Espérance. N'ayant pas de ski, elle ne marchait pas très vite, et Ernestine la suivait en geignant. Elles arrivèrent donc légèrement en retard, et en s'agenouillant, Roselyne aperçut devant elle 3 jeunes gens qu'elle n'avait jamais vus là. Tout de suite son cœur battit un peu plus vite, et elle eut l'intuition que ces inconnus n'étaient pas des étrangers pour elle. En sortant de la chapelle, elle fut dépassée par le plus grand, qui s'arrêta brusquement et se retourna pour lui donner de l'eau bénite. Roselyne hésita, puis elle sourit à ce visage sympathique qu'éclairaient de grands yeux bruns, et leurs doigts se frôlèrent amicalement. Très vite le jeune garçon murmura. « Je n'ai pas osé m'approcher trop près du château l'autre jour, mais je voulais vous dire d'avoir bon courage. C'est bien dur quelquefois. Votre tuteur ne possède pas de terrain près d'ici? Non. Ah. Il allait ajouter quelque chose, mais Ernestine s'approcha, et il recula dans l'ombre d'un pilier. Sur la route couverte d'une neige durcie, Roselyne marchait comme dans un rêve. Elle songeait aux paroles qu'elle venait d'entendre. M. Verriot s'occupait donc de ses terrains à elle, et c'était pour cela sans doute qu'il s'était installé à la solitude. Elle ne savait même pas où se trouvaient ces quelques hectares de mauvaise terre, dont elle n'avait jamais entendu parler qu'en riant, car ils ne rapportaient rien. Elle s'arrêta et contempla enfin l'immense paysage neigeux, symphonie de blancheur coupée en haut par le ciel gris, en bas par les troncs noirs des arbres. La vallée du Drac perçait l'horizon, mais au-delà on ne voyait plus rien. Un pas glissa sur sa route. Roselyne releva la tête. Un homme passait en marchant très vite, le chapeau rabattu et le col de son manteau remonté aussi haut que possible. « Tiens, murmura Roselyne, le fameux monsieur Serrier, où va-t-il donc ?»« Là-bas, aux Bruses, bien sûr. » Roselyne ignorait les Bruses et le geste de la femme était très vague. Alors, aiguisée par une curiosité nouvelle, elle voulut en savoir plus long. « C'est un homme qui finira en prison, déclara-t-elle d'un ton péremptoire. « En prison, mon Dieu, est-ce bien vrai? J'ai entendu dire ça à la mûre, mais je ne l'ai pas cru. Monsieur et madame Verriot sont des personnes si bien. C'est-à-dire qu'ils font tous les 3 en ce moment des choses pas très honnêtes, et que le jour où on les arrêtera, vous ne vous en tirerez pas facilement, car on vous traitera comme une complice. Ce n'est pas possible, je n'ai rien fait. Si, vous m'empêchez de sortir. Vous les aidez donc à me cacher ce qu'ils font. » Ayant jeté une peur salutaire dans l'esprit de la pauvre Ernestine, la fillette n'insista pas. Elle espérait seulement que la surveillance de sa geôlière se relâcherait, et que enfin elle pourrait quitter la solitude et explorer la montagne. Elle voulait absolument connaître ces terrains qui s'appelaient les Bruses. Elle voulait voir elle-même ce qu'on y faisait. En pénétrant dans le vestibule du manoir, elle aperçut une bêche et une pioche posées dans un coin. Elle les contempla en silence. Ces instruments servaient sûrement à M. Verriot, et il avait commis l'imprudence de ne pas les ranger en rentrant. Que cherchait-on un coup de bêche dans ces landes incultes, où rien ne pouvait pousser?